Si Serge tout le monde Fabien, est là, Serge Fabien. voilà, l'enregistrement est lancé. Bonjour à tous. Bonjour à Juvenson qui est là. Bonjour à Marie-Mite était déjà là et qu'il n'y a aucune raison qu'elle n'y soit plus. Et on va demander, ça ne nous arrive pas souvent d'avoir 3 minutes d'avance, on va en profiter. On va demander à Juvenson qui a à nous traiter à Serge Fabien qui a à nous traiter le sujet suivant sous la direction qu'il a fait sous la direction de Juvenson Moïse. Le sujet suivant, inégalité éducative et sous-financement public en Haïti, étude comparative des ressources de 6 écoles fondamentales publiques et non publiques de la commune de Bénin, dans le sud-est. Alors, Serge, tu as la parole, nous t'écoutons avec attention. Pour 10 minutes, pas plus. Alors, ne perds pas de temps. Okay. Docteur Fred Selimen, président du jury. Mesdames, Messieurs, honorables membres du jury, bonsoir. Aujourd'hui, c'est pour moi un honneur et un privilège de vous présenter les principaux résultats de mon mémoire de fin d'études en vue de l'obtention du grade de licencié en sciences de l'éducation. Notre présentation s'articulera autour du plan suivant. Une introduction, les démarches méthodologiques adoptées, la présentation et les analyses des résultats, et enfin une conclusion. Je voudrais introduire cette présentation à partir de 2 pensées. La première est cette affirmation de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Cette pensée invite à une première réflexion. Comment l'éducation peut-elle réellement transformer les individus et les sociétés lorsque tous les élèves ne disposent pas des mêmes conditions d'apprentissage? La seconde provient de François Dubé, qui affirme que l'école est juste lorsqu'elle ne transforme pas les inégalités sociales en inégalités scolaires. Cette affirmation soulève à son tour 2 interrogations fondamentales. La première, l'école en tant qu'institution chargée de réduire, voire même corriger les inégalités sociales, parvient-elle réellement à atténuer les écarts liés aux origines sociales des élèves? La deuxième, dans quelle mesure les disparités de ressources entre les établissements scolaires alimentent-elles les inégalités scolaires? Les réflexions de Nelson Mandela et de François Dubé, ainsi que les interrogations qu'elles suscitent, trouvent un écho particulier dans la réalité du système éducatif haïtien. En effet, malgré les efforts entrepris pour améliorer ce système, de profondes inégalités persistent entre les établissements scolaires publics et non publics, notamment en matière de ressources. Et c'est de ce constat et des interrogations qu'il suscite qu'est née notre recherche intitulée « Inégalités éducatives et sous-financement du système éducatif haïtien » à partir d'une étude comparative des ressources de 6 établissements scolaires publics et non publics de la commune de Bénin. Ce sujet revêt d'une importance particulière dans le contexte haïtien, où le secteur non public occupe une place prépondérante dans l'offre éducative, avec plus de 80% des établissements contre moins de 20% pour le secteur public, lequel est confronté à d'importantes difficultés de financement, de fonctionnement et d'accès aux ressources essentielles. Donc, face à cette réalité, nous nous sommes demandé comment les écarts de ressources entre les écoles publiques et non publiques influencent-ils les conditions d'enseignement et d'apprentissage à Bénin? Pour répondre à cette question, notre travail s'est appuyé sur l'hypothèse suivante. Les écoles publiques de Bénin disposent de ressources matérielles, humaines et technologiques inférieures à celles de plusieurs écoles non publiques, ce qui influence négativement la qualité des apprentissages et l'égalité des chances scolaires. Maintenant, afin de vérifier cette hypothèse, notre recherche s'est fixé un objectif général. Analyser les principales différences de ressources entre les établissements scolaires publics et non publics de la commune de Bénin, ainsi que leurs effets sur les inégalités éducatives. Donc, pour y parvenir, nous avons identifié et comparé les ressources de ces établissements. Ensuite,
Nous avons évalué leurs effets sur les conditions d'enseignement et les apprentissages des élèves, puis formuler des pistes de solutions en faveur d'une plus grande équité éducative. Maintenant, convenons sur la méthodologie, ou du moins les démarches méthodologiques. Nous faisons ressortir 2 points essentiels: type de recherche et échantillon, puis les techniques et outils de collecte des données. Convenons d'abord sur le type de recherche et échantillon. Notre étude adopte une approche mixte, c'est-à-dire à la fois qualitative et quantitative, menée auprès d'un échantillon raisonné de 6 établissements scolaires, soit un total de 54 répondants. Maintenant, pour les techniques et outils de collecte des données, les données ont été recueillies sur le terrain à l'aide de questionnaires, d'entretiens semi-directifs, d'observations directes et de l'analyse de documents. Donc, nous vous proposons à l'écran un échantillon d'entretien enseignant ainsi qu'un exemple de grille d'observation par école. Pour les résultats obtenus, nous avons catégorisé les résultats en 2 groupes. D'abord, les résultats portant sur les données quantitatives, puis les résultats portant sur les données qualitatives. Pour les résultats portant sur les données quantitatives, d'abord, nous analysons les ressources matérielles et technologiques. On enregistre un net déséquilibre en faveur des écoles non publiques qui disposent de meilleures infrastructures et équipements, contrairement aux écoles publiques très limitées, surtout sur le plan technologique où le taux de disponibilité est de 0%. Maintenant, pour les ressources humaines, nous avons analysé 2 points. D'abord, la disponibilité des enseignants dans les établissements étudiés, d'autre part, leur qualification. Convenons d'abord sur la disponibilité des enseignants. Le tableau présente une nette disparité dans la disponibilité des enseignants. Les écoles publiques présentent un déficit important, soit 57,6%, tandis que les écoles non publiques affichent une disponibilité quasi complète, soit 97,3%. Donc, globalement, le secteur non public est mieux pourvu en personnel enseignant. Donc, pour la qualification des enseignants maintenant, les résultats montrent que les écoles publiques ne couvrent qu'environ 39,13% de leurs besoins en enseignants, soit 9 sur 23, contre 54,3%, 19 sur 35, dans les écoles non publiques. Donc, tous ces résultats traduisent un manque d'enseignants qualifiés dans les deux secteurs, mais plus marqué dans le secteur public. Maintenant, en termes de ressources financières, les écoles publiques disposent d'environ 140 000 gouttes par an, un montant jugé faible et insuffisant pour couvrir leurs besoins de fonctionnement. À l'inverse, les écoles non publiques bénéficient de financements plus réguliers et plus élevés, estimés à environ 2 370 000 gouttes après rémunération du personnel. Cela montre un net avantage financier du secteur non public. Pour les données qualitatives, les témoignages et observations confirment l'existence de disparités importantes entre les écoles publiques et non publiques en matière de ressources, d'organisation et de conditions d'apprentissage. Donc, pour conclure, cette recherche met en évidence d'importantes disparités de ressources entre les écoles publiques et non publiques de la commune de Béné. Les résultats montrent que les écoles publiques disposent généralement de ressources matérielles, humaines et technologiques plus limitées, ce qui affecte les conditions d'enseignement et la qualité des apprentissages. Ces constats confirment l'hypothèse de départ selon laquelle les écoles publiques de Bénin sont moins bien dotées que plusieurs écoles non publiques, avec des conséquences négatives sur l'égalité des chances scolaires. Il souligne également la nécessité de renforcer le financement public et d'améliorer la gouvernance des ressources éducatives. Enfin, cette étude contribue à une meilleure compréhension des inégalités éducatives, à la promotion de l'équité scolaire et au développement de la recherche scientifique. Merci de votre attention. Je suis disponible pour les questions, les commentaires et les remarques. Merci. Oui, Serge, normalement, tu sais qu'il faut mettre ta caméra. Pourquoi tu n'as pas mis ta caméra? C'était pas ouvert? Non, c'était pas ouvert. Bon, je pense, malheureusement, je pensais que c'était ouvert, mais je suis désolé. Je ne voulais pas. Je pensais que c'était ouvert. Je ne voulais pas te déstabiliser et t'interrompre dans un exposé
dans un exposé qui me paraissait très correct, très bien. Tu as fait un très bel exposé, hein? J'apprécie. Mais, mais tu nous as manqué. Plus particulièrement, ton visage nous a manqué. Donc, qu'est-ce que, tu vois, il ne faut pas nous manquer comme ça. Hein? Désolé. Je pensais que Voilà. je pensais que la caméra était ouverte, mais malheureusement, ce n'était pas ouvert. Oui, c'était Je pas suis, ouvert. je Mais suis enfin, désolé. comme tu étais dans ta lancée, que j'ai trouvé très bien, tu étais dans ta lancée, je n'ai pas voulu te perturber. Mais voilà, je crois que tu as touché du doigt un sujet très important, très intéressant, un sujet très intéressant et qu'on peut en débattre 1000 ans. Hein, et ce n'est pas la première fois qu'on soulève ce problème, ni la dernière. Et j'espère que tu sais que le problème que tu soulèves n'est pas vrai seulement pour le primaire, c'est pas vrai seulement pour le secondaire, c'est vrai aussi dans le supérieur, hein, puisque c'est un problème général. Et, et ta phrase de Mandela en début d'exposé montre bien ou nous explique bien pourquoi nous sommes dans cette situation. Hein. Pourquoi nous sommes en Haïti dans cette situation. Puisque dans les trois dimensions, hein, primaire, secondaire, supérieure, le constat est évident. Hein, de ce que tu fais. Mais enfin, je ne serai pas plus long. Je vais passer la parole au, au rapporteur, hein, qui aura sans doute des choses très intéressantes à nous dire. Et à la fin, en dernier lieu, je vais passer la parole à, à ton encadreur. Et tout d'abord, je demande à Marie-Mick de prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à saluer le jury et à féliciter chaleureusement le candidat, Monsieur Fabien, pour la robustesse du travail effectué. Mener à bien une recherche empirique et une investigation monographique au sein de l'écosystème éducatif de la commune de Bénin requiert une posture heuristique et une résilience méthodologique remarquable. La clarté de sa posture scripturale ainsi que la profondeur de son investissement temporel sur le terrain transparaissent tout au long du manuscrit. Et le choix de ce territoire comme observatoire des disparités scolaires témoigne d'un engagement scientifique authentique et d'une volonté manifeste de contribuer à la modélisation des dynamiques de planification et de gouvernance de notre système éducatif. L'examen du manuscrit tant sur le plan de sa configuration formelle au regard des exigences mises de mise en page, de pagination et de normes de citation de l'IUS, que sur le plan de sa substance théorique et méthodologique, permet de mettre en relief les lignes de force majeure de ce travail ainsi que les zones d'ombre techniques et empiriques et qu'il conviendrait de rectifier. Point fort, il y a la taille de couverture qui comporte les éléments essentiels, mais toutefois, plusieurs lacunes méritent d'être signalées. Il y a une cohérence entre titre en couverture et le titre cité dans l'introduction. Les remerciements sont personnalisés et témoignent d'une gratitude authentique envers le directeur de mémoire, les enseignants, la promotion, etc. Cependant, il y a une phrase, c'est « Il ne se sentait pas toujours bien physiquement durant cette période ». Cela concerne le directeur, c'est une information médicale qui relève de la sphère privée, il n'a pas sa place dans le texte académique. Cette mention doit être supprimée ou reformulée. Et la liste des sigles et abréviations
est bien construite, mais toutefois, il y a S.D sans date et dans cette liste sans qu'elle apparaisse utilisée dans le corps du texte. Il y a les listes des tableaux, c'est très bien. La question générale de recherche est clairement formulée, très bien. Les deux questions spécifiques qui en découlent sont cohérentes et couvrent les deux dimensions essentielles de l'étude. La description des différences des ressources et de l'évaluation de leurs effets, mais il y a l'absence totale de délimitation temporelle. Et l'hypothèse est cohérente, vérifiable empiriquement et directement articulée à la question de recherche, mais l'hypothèse descriptive est descriptive, mais peu explicative. L'approche mixte à dominante qualitative est bien justifiée. Le doux caractère descriptif et analytique de l'étude est clairement annoncé. La combinaison entre études, semi-directive, observation directe, analyse documentaire constitue une triangulation méthodologique solide conforme aux standards en sciences sociales. Mais la domination qualitative affirmée est peu cohérente avec le traitement quantitatif. Il y a l'échantillon de 54 répondants repartis dans 6 établissements, 3 publics, 3 non publics, est cohérent avec les objectifs et la nature qualitative de l'étude. Et la méthode d'échantillonnage raisonné non globaliste est bien justifiée par référence. Patton 2002 et Criswell 2014. Les limites de représentativité statistique sont honnêtement reconnues, mais il y a incohérence grave dans la présentation de l'échantillon. Par exemple, il y a l'analyse des asymétries scolaires dans la commune de Bénin comme un déficit documentaire important concernant la sociologie de l'école, c'est très bien, les dynamiques de l'offre éducative en milieu rural haïtien. Il y a la tentative de mobilisation, c'est très bien. Cela démontre une volonté louable d'apporter un argument d'autorité scientifique au sein du CNB, conformément aux exigences doctorales universitaires de l'IES. Mais il y a des points faibles. Il y a le manque de stabilisation et d'harmonisation de l'échantillon des enseignants, qui est aussi une explication en 12, 55 et 58 répondants selon les sections, affaiblit gravement la validité interne de la recherche et brise l'enchaînement logique et la continuité conceptuelle des paragraphes. Il y a le non-respect des contraintes de mise en page par des phénomènes de ligne orpheline, par exemple 16, 20, par exemple page 35. De plus, l'utilisation de toute ponctuation fautive nuit à la clarté attendue. Il y a les théories mobilisées sous un traitement purement descriptif. Les citations directes et indirectes ne servent pas d'argument d'autorité dynamique pour interpréter les données locales, privant le texte d'une réelle valeur ajoutée analytique. Pour la validation définitive du manuscrit, le candidat devra appliquer de manière stricte les directives structurelles, syntaxiques, arithmétiques et de mise en page présentées ci-dessous. Et il y a l'énumération verticale des 9 sections communales de Bénin commence en bas de fiche. Cela fait une ligne orpheline. L'étudiant condensera cette énumération sous forme de tableau synthétique à 12 colonnes pour éliminer cette structure visuelle. À la page 34, la citation du directeur d'école publique
le mauvais traitement, etc., se retrouve coupé, laissant une ligne veuve en page. Dans le corps du texte, entre guillemets, avec la référence complète sous la forme auteur, année, page, elle dépassait son ligne. Il aurait dû la placer en retrait sans guillemets, en interligne simple et caractère 10. Et par exemple, il y a dans le paragraphe, depuis plusieurs décennies, la faiblesse chronique du financement qui se situe à un niveau très inférieur à celui observé dans d'autres types de la région. Et l'analyse texte révèle des phrases trop longues qui nuisent à la simplicité du langage. Il y a le titre du chapitre 1 qui devra être transformé en chapitre 1. Le titre de la section 1 du chapitre 2 deviendra section 1. L'annonce du plan en fin d'introduction devra délaisser les tournures passives au profit de verbes d'action conjugués au futur. Il y a en page 21 l'échantillon annonce 12 enseignants, 12 enseignants. Au tableau 4, page 30, il passe à 55 enseignants. Au tableau 6, page 31, il atteint 58 enseignants. Le candidat devra impérativement harmoniser sa base de données lors de la révision. Il clarifiera également de manière définitive sa population de référence et corrigera l'intégralité des textes explicatifs en conséquence. Au tableau 6, pour l'école publique Y, le rapport indiqué de 3 enseignants qualifiés sur 9 est associé par erreur à la fréquence de 33,5%. Pourtant, le candidat inscrit la valeur exacte 33,33%. De plus, pour l'école non publique C, l'effectif des enseignants disponibles passe de 14, tableau 4, à 13, tableau 6. L'étudiant verra ce que les dénominateurs demeurent strictement identiques d'un tableau à l'autre. Pour la présentation, l'interprétation des résultats et des sources, à la page 32, figure 2, le candidat oppose le budget cumulé des 3 écoles non publiques à celui des 3 écoles publiques. Le candidat devra spécifier la nature juridique et comptable de ces montants. De plus, la cartographie de Bénin, figure 1, à la page 16, encombrant le texte. Le candidat devra l'externaliser en annexe. Les annexes seront présentées chacune sur une nouvelle page avec un titre placé en haut et au centre de la page sans dépasser le 10e de la longueur totale du mémoire. Et concernant la bibliographie, pas de l'US, l'étudiant devra faire dialoguer ses concepts théoriques avec ses résultats du terrain, 1999, Bain 2015, Dubert 2004. Il devra purger sa bibliographie de toute source non conforme aux exigences académiques de l'IES. Toutes les références insérées dans le texte doivent figurer de manière rigoureuse dans la bibliographie finale selon le modèle standardisé de l'Institut. Monsieur Fabien, je vais vous poser 2 questions. La première question, c'est sur absentéisme et contrôle administratif. Votre tableau, c'est
met en évidence 27 absences moyennes par mois pour les enseignants des écoles publiques de Bénin, contre 7 pour le secteur non public. Au-delà de la démotivation liée au retard de salaire, comment analysez-vous ce phénomène? La deuxième question, je peux dire le phénomène, ou bien ce phénomène sous l'angle de l'obligation des résultats et du contrôle administratif. La deuxième question, c'est à la page 34. La page 34, un directeur d'école publique déclare que le traitement inéquitable de l'État fait de lui la bête noire de ses propres enseignants. En mobilisant Dubé 2004 sur les sentiments d'injustice et le déclin des institutions, en quoi la défaillance de transfert financier transforme-t-elle les chefs d'établissement en paratonnerres de la colère sociale? Merci, Monsieur le Président. Voilà. Je vais demander à Juvenson. Je préfère que Serge réponde d'abord à toutes les remarques, à toutes les questions. Juvenson, tu interviendras par la suite. Serge, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président, Dr. Fred Sélimène. Un grand merci à Madame Marie-Mite pour les différentes remarques. Mais malheureusement, et la première question, je ne vais même pas dire que je n'ai pas bien saisi, je n'ai pas entendu la première question. Mais pour la seconde, en parlant de bête noire, je pourrais répondre. Et je voudrais demander, s'il vous plaît, à l'honorable juriste Marie-Mite de pouvoir reprendre pour moi la première question, s'il vous plaît. Oui, dans votre tableau numéro 5. Un moment, s'il vous plaît. Un moment, s'il vous Tableau plaît. numéro 5. Un moment, s'il vous plaît. Tableau numéro 16. C'est pas la page, c'est, s'il vous plaît. Je n'ai pas noté la page, mais c'est tableau numéro 5. Ok, tableau numéro 5. Figure numéro 3. S'il vous plaît, un moment. Figure numéro 2. Tableau numéro 6. Ok, tableau numéro 5. J'y suis, merci. Merci. C'est concernant les absences. 27 absences moyennes par mois pour les enseignants des écoles publiques et contre 7 pour le secteur non public. Ben oui, en fait, et je ne sais pas si j'ai bien saisi la question. Vous me dites c'est concernant les absences et... Pourquoi cette motivation liée au retard de salaire, comment vous allez analyser ce phénomène sous l'angle de résultats et contrôle administratif? Ok, en fait, et si vous me permettez, je voudrais reprendre pour que je sache est-ce que j'ai bien compris. Vous avez parlé des absences, 27 absences contre 7 pour les écoles non publiques. Et d'après moi, qu'est-ce qui serait démotivé et les enfants à ne pas aller? Liée au retard de salaire. Ok. Ok, merci bien. Et je vais commencer par la première question. Et merci encore une fois pour la question. Donc, les absences répétées dans les écoles publiques ne sont pas monnaie courante. Il y a plusieurs raisons, généralement, qui sont à l'origine des absences répétées à travers les écoles publiques. Certaines fois, les parents ne trouvent pas d'argent pour payer le taxi pour aller à l'école. Ça, déjà, c'est une raison pour laquelle l'enfant ne va pas pouvoir se rendre à l'école. Deuxièmement,
certaines fois, il y a un manque de contrôle ou d'organisation. Il y a certaines fois dans l'école, l'enfant sait quand il vient et il n'était pas là le jour antérieur, donc on ne va rien lui dire. Il peut entrer en salle de classe sans aucun problème. Donc là, il peut dire que bon, ben, comme je n'étais pas là hier, et puis quand je viendrai demain, on ne va rien me dire. Donc, je peux choisir parce que j'avais un devoir ou j'avais une leçon que je n'avais pas su. Donc, je vais choisir de rester à la maison. Et puis, bon, demain, comme ce sont des matières que j'ai aimées ou je ne sais pas, et puis que je viens à l'école. Après, il y a encore cette question que je pourrais prendre en termes de l'école non publique. Il y a les grèves ou bien les manifestations des écoles non publiques. Certaines fois, plusieurs professeurs ne sont pas venus à l'école pour travailler, sous prétexte que le ministère n'a pas payé plusieurs mois de salaire, etc. Donc, en ce sens, les professeurs ne viennent pas travailler. Et quand l'enfant vient un jour et il a pu constater qu'il a passé une journée sans pouvoir trouver un professeur pour lui donner au moins un devoir, là, il se dit, ben, ça ne vaut pas la peine de venir demain. Donc, les problèmes sont nombreux pour lesquels les élèves sont majoritairement absents à travers les écoles publiques. Maintenant, je ne sais pas si j'avais bien saisi la question de bête noire. Et généralement, quand on a traité le directeur de bête noire, c'est parce que le directeur, il est là pour faire appliquer les prescrits du ministère de l'Éducation nationale. Donc, il ne doit pas se ranger aux côtés des professeurs pour ne pas venir travailler. Donc, même quand il voit que la situation est pénible, mais en tant que représentant direct du ministère de l'Éducation nationale à l'école, il doit faire en sorte de pouvoir quand même représenter dignement le ministère de l'Éducation nationale. En ce sens, il va faire en sorte de trouver des mots, de trouver des raisons pour lesquelles les professeurs doivent venir travailler pour quelles que soient les raisons. Mais malheureusement, ça peut arriver que le directeur n'a pas toujours raison, mais comme c'est le directeur, il va quand même trouver des articles, etc., pour essayer de montrer les professeurs. Il est vrai que vous avez passé plusieurs jours ou bien vous avez 2 mois que le ministère ne vous a pas encore donné le salaire, mais de toute façon, le ministère va vous payer quand même. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? Et lorsque vous savez bien ou bien vous connaissez bien que vous n'avez pas travaillé, on va vous donner l'argent. Donc, le directeur va faire en sorte de patauger, de trouver des explications, etc., pour essayer de faire fonctionner l'établissement dans une situation où l'État ne répond pas effectivement à ses obligations. Donc, c'est en ce sens que on traite le directeur de bête noire. C'est parce que les directeurs ont tendance de montrer que les directeurs n'ont pas compris leurs problèmes. Alors qu'en réalité, ce n'est pas que le directeur n'a pas compris leurs problèmes, mais le directeur a 2 chapeaux. D'une part, il doit essayer de soulever les problèmes des professeurs auprès des supérieurs de tutelle. D'autre part, il doit faire appliquer les prescrits du ministère de l'Éducation nationale. OK. Pour la première question, Fabien, merci. Mais si on tient compte du secteur non public, et nous voyons que la direction de l'école répond directement dans les familles qui financent la scolarité, cela crée une obligation de résultat immédiat et un contrôle de proximité. Tandis que, au niveau du secteur public, il y a la supervision qui dépend du ministère de l'Éducation nationale, de la direction départementale, est moins réactive avec des moyens d'inspection limités et des sanctions rarement appliquées. Au niveau du public, l'enseignant opère ainsi dans un système d'incitation faible, comme vous venez de dire, la question de grève.
Et cela rend rationnel l'absentéisme que le système ne pénalise pas complètement, indépendamment même de la question salariale. Pour la deuxième question, selon Dubert, l'institution scolaire n'est plus perçue comme un simple opérateur technique, mais comme porteuse d'une promesse d'équité. Lorsque cette promesse est rompue par la défaillance des transferts financiers de l'État, le sentiment d'injustice ne trouve pas de prise directe sur l'administration centrale. Il absorbe symboliquement une colère qui ne lui est pas destinée à l'origine. Cette dynamique-là fragilise sa légitimité managériale et use la confiance de l'équipe enseignante à son égard et moins d'adhésion aux initiatives de la direction, par exemple, tension interne, voire des engagements progressifs des enseignants. Merci pour la réponse. Je passe et je remets l'antenne au président. Merci, Marie-Mette, merci pour tes remarques. Nous allons écouter, en écoutant les questions et les réponses, on a l'impression, s'il fallait le rappeler, que l'État est à la source de tous les problèmes en cascade, des enseignants jusqu'aux élèves, quoi. Parce que si l'État n'a même pas, ou plutôt j'allais dire, en n'assumant pas ses responsabilités, l'État se retire toute forme d'autorité. L'État se désarme lui-même de son autorité, puisqu'il n'est pas en mesure de faire le nécessaire. Et cette absence d'autorité de l'État, qui provient de ses propres défaillances, conduit à une absence d'autorité du directeur, qui lui-même, par son flou dans ce système, engendre une absence d'autorité de la part des enseignants, qui eux-mêmes conduit à une absence d'autorité de la part des parents qui eux-mêmes ne peuvent pas imposer une certaine rigueur à leurs enfants. Donc il y a tout un problème, toute une série de problèmes en cascade qui s'expliquent comme ça. L'État s'enlève l'autorité, en même temps enlève aux autres leur autorité. En tout cas, je vais passer la parole, il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais passer la parole à Juvenson, s'il a quelque chose à nous dire là-dessus. Merci, Monsieur le Président, et bonsoir à tous. Un bonsoir spécial à Madame Marie-Mette et bonsoir à Monsieur Serge et bonsoir à l'assistance. Donc, j'ai entendu la présentation de Serge. C'était une très belle présentation. Bon, puisque c'est un devoir de prendre la parole, je suis obligé de le faire, mais c'est une très belle présentation. Et durant mon parcours avec Serge, bon, c'était bien et je vois aussi, je lisais et son travail et je voyais qu'il a respecté en très grande partie et les exigences du canevas de l'IUS. Donc, c'est à féliciter. Il est un étudiant qui est très discipliné et qui est très réactif. Donc, je le félicite et je le remercie également. Donc, pour la première question posée par Madame Marie-Mette, je crois que Serge ne l'a pas bien saisi. Mais malheureusement, il a essayé de dire quelque chose, puisque ce tableau parle de l'absence des enseignants, mais ses arguments portent sur les élèves, les absences des élèves.
Donc, mais quand même, ce n'est pas un problème qu'il a soulevé, il a parlé des difficultés rencontrées par les institutions publiques et non publiques. Effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, donc en Haïti, c'est un problème, si l'on peut dire, général, parce que au sein des institutions publiques, alors, donc le personnel ne respecte pas les règles facilement. Donc, même si on les paie, ils ne viennent pas travailler. Donc, c'est bien et la problématique et tout ce que Serge a fait, a présenté, donc c'était bien. Je remercie et je félicite Mme Marinette pour ses remarques et j'espère que Serge a noté, les a tout noté et va les prendre en considération. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci. Alors, Serge, as-tu des remarques ou d'autres précisions à apporter suite à ces échanges-là? Je n'ai pas vraiment de remarques, sinon que je voulais remercier particulièrement mon encadreur ou bien mon superviseur de mémoire, M. Jouvenson, parce qu'il a fait tout pour pouvoir se mettre disponible pour réaliser un bon travail. Je pouvais même dire que si je n'ai pas pu donner un travail de qualité, ce n'est pas de sa faute parce qu'il a tout fait. Et ensuite, mes remerciements vont à l'égard de notre juriste et l'honorable Marie-Mite, notre président, donc vous tous qui vous mettez disponibles pour l'analyse de mon travail en fin d'études pour l'obtention du grade de licencié en sciences de l'éducation. Merci à vous. Bon, en gros, c'est ça. Mais merci à notre tour. Hein. Je ne sais pas, Marie-Mite, tu vas ajouter quelque chose avant que je passe la parole? Merci, Monsieur le Président. Je félicite encore le candidat. Tout bonnement, et ce que je peux dire, le mémoire de M. Serge constitue un travail de recherche honnête, localement ancré et thématiquement pertinent. Le choix d'étudier, par exemple, les inégalités éducatives à Bénin apporte vraiment une contribution de documentation ou bien à la documentation de terrain géographiquement peu exploré dans la littérature académique haïtienne. Mais néanmoins, il y a des faiblesses. Ces faiblesses résident dans le traitement du cas théorique qui reste à l'état de catalogue d'auteurs sans dialogue critique ni exploitation analytique au service de l'interprétation des résultats. Merci. La lacune dans la présentation du traitement des données qualitatives également constitue une autre limite méthodologique sérieuse. Enfin, il y a l'échantillonnage ou bien l'échantillon du tableau 1 qui doit être corrigé sans délai. Je félicite encore l'étudiant. Je l'encourage à intégrer ces rectifications pour parfaire les outils de votre pratique professionnelle future. Félicitations encore. Je vous remercie, Monsieur le Président et Monsieur l'encadreur. Allez, merci encore. Donc, je vais passer la parole. Merci à tous, hein, merci à Serge.